223 pages consacrées à la découverte de Koyo, personnage principal du roman Chemin d'identité, une œuvre fictionnelle qui met en scène une jeune fille de 18 ans qui était obligée de se marier à un homme qu'elle n'avait pas désiré, mais qui, au nom de la tradition, était dans l'obligation de se plier aux us et coutumes de sa famille. À l'issue de ce mariage forcé, il s'en est suivi plusieurs autres événements que nous allons découvrir avec l'auteur du livre, Hippolyte Ngwele, ici et maintenant, dans la grande interview. Hippolyte Ngwele, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Soyez le bienvenu à Tieleka. C'est votre première ici. Oui. Alors, comment vous vous sentez dans les locaux de Tieleka Media? Je me sens comme un invité qui arrive et qui découvre un milieu et puis voilà, qui a l'occasion de parler d'un livre. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous êtes prêt pour dépeindre avec nous la vie de Koyo? On va essayer. Alors, je tiens à rappeler que ce n'est pas une première pour vous. Vous êtes auteur d'un livre que vous avez récemment publié et on aimerait connaître ce livre et sur quoi il a porté. Le roman se tourne autour de l'histoire de Koyo, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Koyo est une jeune femme qui, comme vous l'avez dit, parce que vous avez lu le roman, qui se marie à l'âge de 18 ans et puis dont la vie bascule quand on découvre son autre côté. Parce que Koyo vit en silence un pan d'elle-même où elle a une attirance sur la vie, sur les femmes. Et donc, quand on découvre cet aspect d'elle, tout bascule. Voilà, donc tout part de là, en fait. Alors, monsieur Hippolyte, je n'aimerais pas vous presser, tenez-vous tranquille. Alors, j'aimerais revenir sur votre premier livre. Vous l'avez avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce premier livre? Oui, le premier livre, c'est celui-ci. Je ne sais pas s'il faut que je le présente. Voilà, c'est celui-ci. C'est Contes et légendes du Congo. Ce livre, il retrace un peu les contes que nous avons, qui ont bercé notre jeunesse. Moi, je suis né à Mossenjo, j'ai grandi à Mossenjo, donc c'est un coin qui est foncièrement traditionnel, où l'éducation passe par là. Et donc, ce sont ces contes-là que j'ai essayé de retranscrire dans ce livre. D'accord. À présent, nous allons entrer dans le vif de notre sujet, qui n'est autre que chemin d'identité. Oui. Alors, avant de nous intéresser au fond, nous allons d'abord nous intéresser à la forme, parce que lorsqu'on regarde le livre, au niveau de la page d'accueil, on remarque qu'il y a une dame ici, au regard perdu, qui est en train certainement de penser aux atrocités qu'elle a vécues, qu'elle ne souhaiterait à personne. En commentaire sur cette image? Cette question m'a toujours été posée. Ouais, effectivement, bon, on a sélectionné une image qui reflétait le fond de l'histoire du roman. Et là, effectivement, nous avons Koyo qui a un regard perdu, qui se questionne sur ce qu'elle est, sur le milieu dans lequel elle se trouve. Et puis voilà, donc elle a le poids des blessures qu'elle traîne, quoi. Voilà. Autre fait, on regarde ici, toujours au niveau de la page d'accueil, on voit chemin d'identité. Et bizarrement, chemin ici est au pluriel. Pourquoi avoir mis S à chemin? Parce qu'un chemin n'est jamais figé. Parce que les chemins sont multiples. Voilà, et on se crée au fur et à mesure qu'on est confronté à des situations, à des obstacles. Et puis voilà, c'est pour ça que le chemin est au singulier, est plutôt pluriel. Tous les chemins ne se ressemblent pas. Ouais, et donc, chaque chemin a sa particularité. Donc, c'est pour ça que nous avons un chemin au pluriel. Alors, à présent, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Oui. Mais on va commencer par le commencement, c'est-à-dire avec la personne elle-même. Il s'agit ici de Koyo. Oui. Ici, vous nous présentez Koyo comme étant une personne taciturne, repliée sur elle-même, qui n'avait pas tendance à vouloir s'exprimer auprès des autres. Alors, on aimerait connaître la personnalité de Koyo. Qu'est-ce qui vous a inspiré de pouvoir dépeindre ce personnage dans votre livre? Vous savez, la situation qui est au centre de ce roman part de quelque chose, d'une réalité qui est souvent tue. Et quand on est porteur quand on est dans cette situation, généralement, on n'en parle pas. Voilà, donc parler, par exemple, pour elle, on parlera de son attirance vers les femmes, et c'est pas courant, c'est pas commun.
bien que ça existe dans notre société, mais c'est pas commun. Donc quand on est dans sa condition, on ne parle pas. On tait ces choses-là. Alors, une autre question. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a réellement inspiré de pouvoir donner page à ce livre? Mais ce qui m'a inspiré, c'est effectivement ce silence qu'il y a autour de cette question, parce que c'est une question qui existe réellement dans notre société, et surtout maintenant, c'est beaucoup d'actualité. Voilà. Donc il fallait absolument parler, parce que moi je suis quelqu'un, mon écriture, c'est pour à travers cette fiction, c'est de questionner la société sur des réalités que l'on tait. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, j'ai choisi ce thème pour ce roman. Alors au niveau de la page 15, ici, on nous présente Koyo. On précise que, je lis, Koyo n'avait que 18 ans lorsque ses parents décidèrent qu'il était temps pour elle de se marier. Alors ici, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'un mariage par arrangement ou encore un mariage forcé. C'est-à-dire que ce sont les parents qui ont pris l'initiative, qui ont décidé qu'il était temps pour elle de se marier. Elle était appelée à se marier avec un homme qu'elle n'avait pas choisi. Elle était appelée à se marier avec un homme qu'elle n'avait pas désiré. Et au début, ici, nous avons vu que Koyo, c'était quelqu'un de renfermé. Donc, par crainte, par respect pour la tradition, elle était obligée de l'accepter. Mais au fin fond d'elle, c'est pas ce qu'elle voulait. Alors, j'aimerais vous poser la question de savoir quelle est aujourd'hui la place que vous accordez à la tradition? Vous savez, nous sommes au Congo. Et la tradition a une grande place. Moi, je ne nierai pas, parce que moi, je me suis construit à travers cette tradition qui a fait de moi ce que je suis, le bagage que je traîne, que je porte, je le tiens de la tradition. Donc, la tradition a effectivement ses réalités, ses vérités, mais la tradition a aussi ses poids que certaines personnes traînent et puis qui malheureusement posent des problèmes. Parce que la tradition, oui, elle doit s'insérer dans la société et la société part. Elle marche, la société, elle s'arrête pas. Surtout avec la mondialisation, il y a beaucoup de choses, voilà. Donc, il faut qu'on essaie de s'adapter. Mais la tradition a une grande place pour moi. Voilà. Pour moi, la tradition, elle reste la tradition. C'est le fondement, c'est la base. Mais est-ce que dans notre contexte actuel, la tradition est toujours d'actualité? La tradition reste-t-elle, parce que c'est ce qui fait la particularité d'une communauté. C'est un héritage qui nous définit, la tradition. C'est un ensemble de ce que nous sommes, la tradition. Alors ici, nous sommes en train de voir un personnage, une jeune dame qui était en train de recevoir des orientations venant de sa famille pour lui dire que tu vas bientôt aller rejoindre ton mari, tu vas quitter ton domicile, tu vas vivre avec ton mari, voilà comment tu vas vivre, voici ce que tu vas faire. Mais dans le fond, elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, il existe toujours encore, c'est vrai qu'ils ne sont pas majoritaires, mais il existe encore des parents qui obligent à leurs enfants avec qui se marier. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Quelle est la leçon à tirer lorsque nous lisons ce premier paragraphe? Non, je n'ai pas de leçon à donner. Je questionne la société, je questionne chacun de nous face à cette réalité qui est là, qui existe. Voilà, moi je mets ce débat à la disposition de chacun et c'est à chacun de tirer les leçons. Mais notre tradition, elle est assez riche quand même. Elle est assez riche, il ne faut pas le nier, elle est assez riche. Mais c'est des questions qui sont dirigées à tout le monde. Une petite question. Oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage forcé? Non, le mariage forcé, non. Mais même dans cette situation, le mariage n'est pas forcé, mais c'est selon, parce que le regard de cette communauté, ce mariage ne se présente pas comme étant un mariage forcé. Mais c'est un mariage qui est arrangé plutôt. Il n'est pas forcé, mais il est arrangé. Mais dans le contexte de la tradition, c'est un mariage qui est normal. Mais quelque chose qui apparaît, qui serait anormal, c'est si c'était hors cadre. Mais dans le cadre de cette société, ce mariage-là, il apparaît normal. Mais c'est par rapport à un autre regard, parce que Koyo, c'est pas elle qui décide, c'est pas elle qui a décidé. Donc, selon cette tradition, la tradition de la communauté dans laquelle Koyo est né, c'est comme ça que se passe le mariage. Donc, une interprétation autre viendrait de la comparaison avec un autre lieu, avec une autre forme de mariage et tout. Donc, Koyo, elle s'inscrit là, ce mariage s'inscrit dans cette tradition-là. Le souci se trouve à ce niveau parce que
Koyo avait bel et bien accepté, ça c'est l'apparence extérieure, mais au fin fond d'elle, c'est pas ce qu'elle voulait. Et ici, je suis à la page 19, on dit, au fil des années, Koyo donna naissance à 2 enfants. Elle s'acquittait de son rôle de mère avec dévotion, mais son cœur restait désespérément vide. Elle se rendait compte qu'elle n'éprouvait pas pour son conjoint ce que l'on attendait d'une épouse, cette passion ou cet amour qui aurait dû naître entre eux. Elle a donné naissance à des enfants et elle vivait avec un homme, mais au fin fond d'elle, c'est pas ce qu'elle voulait, il n'y avait aucun lien émotionnel. C'est vrai que la suite sera surprenante, mais ici, la question est de savoir, quand il s'agit d'un mariage arrangé, on ne s'attelle pas sur le ressenti de la femme. On ne met pas l'accent sur la femme, on se contente des biens que l'on reçoit en échange et la femme est marginalisée. Un commentaire là-dessus? Vous savez, moi, je suis pas défendeur d'un mariage arrangé, ni d'un mariage forcé. Mais je conçois le mariage comme étant une troisième personne. Vous voyez, parce que dans un couple, il y a l'homme, il y a la femme, et puis il y a ce que les deux forment. Donc, ça demande une construction. Mais Koyo, de par sa société, la communauté, elle est une femme. Donc, pour cette communauté-là, la femme doit se marier à un homme. Sur ce plan, il n'y a rien à dire. Donc, c'est normal qu'elle soit avec cet homme-là. Et le fait qu'elle soit une femme avec cet homme-là, il y a forcément des enfants. Maintenant, la question que vous me posez, parce que moi, je pense que, ouais, c'est celle-là, la grande question, c'est est-ce qu'elle, elle-même, intérieurement, est-ce qu'elle aime cet homme-là? Mais cet homme, elle peut l'aimer aussi, mais d'une certaine façon. Mais est-ce qu'elle en tire vraiment émotionnellement, comme vous l'avez dit? Est-ce qu'elle en tire vraiment du plaisir charnellement, quoi, le fait d'être avec, parce que elle est une femme, une mère. Parce que là, on dit, dans le roman, on le dit si bien qu'elle elle donna naissance à des enfants. Elle a eu des enfants, et puis bon, elle s'acquittait de ses devoirs d'épouse et de mère normalement. Est-ce qu'elle était satisfaite émotionnellement? C'est ça la question. Exactement. Parce que son attirance, c'est vers autre chose. Pour ça, nous allons parler. Est-ce qu'elle avait réussi à combler ce manque? C'est ce que le roman nous dit. Voilà. Alors, une question de curiosité, hein, Monsieur Hippolyte Ngwele. Toujours ici, au niveau de Koyo, ici on présente Koyo comme étant quelqu'un qui était isolé, elle était perdue. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse en ce qui concerne toujours les mariages arrangés, les mariages par arrangement, où on demande à la fille d'aller se marier avec un homme qu'elle n'a pas choisi, et après on remarque que cette femme-là, parce qu'elle ne devient plus fille, elle devient femme, cette femme-là ne développe pas ce qu'on appelle un lien émotionnel avec son mari. Son mari, lui, parce que nous sommes des bantous. Absolument. Le mari sort le matin, il va travailler, il rentre à la maison. S'il faut aller avec sa femme, il va avec sa femme. Il n'y a pas la communication, il n'y a pas, en fait, tout ce qu'il faut pour que le lien émotionnel puisse être établi. Alors, j'aimerais savoir une petite question. C'est vrai que je sors un peu du contexte, mais c'est pour le bien-être de nos lecteurs. Comment vous concevez la vie de couple? Mais la vie de couple, vous savez, il n'y a pas un mode d'emploi. Il n'y a pas un mode. Voilà, le couple, c'est là où on doit être heureux, quand même. Voilà, parce que vous êtes avec quelqu'un qui partage votre vie, et normalement, vous devez être en accord sur. C'est vrai qu'il y a des contradictions qui peuvent exister, mais bon, le couple, pour former un couple, il faut choisir le partenaire avec lequel on est, qui est celui qui est le mieux pour nous accompagner. Nous allons marquer une petite pause avec la tradition. Nous allons basculer à la modernité. Et là, je me dirige au niveau de la page 21. C'est là où Lumba, nièce de Ngui, fait éruption, le mari de Koyo. Et je vais lire. Ici, on dit, Lumba et Koyo n'étaient pas originaires du même village. Bien que leurs histoires fussent désormais entremêlées par les liens du mariage, Lumba venait de Ngwisi, un hameau voisin connu pour ses plantations fruitières luxuriantes et ses vastes ananérais. Plus petit que celui de Koyo, son village était tout aussi vivant, avec ses maisons traditionnelles en planches et en torchis coiffés de paille, se dressant fièrement parmi les palmiers. Le père de Lumba, un homme respecté, avait souhaité pour sa fille un destin différent de celui généralement réservé aux femmes de son village. Ici, on voit un père africain
qui est en train de dire à sa fille de ne pas se contenter seulement de ce qui est conventionnel, de ce qui est de leur contexte, mais de savoir s'ouvrir. C'est-à-dire que à la tradition, elle devait allier la modernité. Question de savoir, c'est quoi la modernité pour vous et dans notre contexte africain, comment nous devons percevoir la modernité? Et la modernité, là, dans le cas de Lumba, c'est partir d'abord de son village où ils ont une petite école et aller faire des études. Voilà, c'est se développer autrement qu'avec le regard simple du village, où il y a une réalité qui contraste avec celle des grandes villes. Parce que son père l'a encouragé à aller à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est autre chose par rapport à son village. Donc déjà, quand on arrive, les constructions ne sont pas les mêmes, les routes ne sont pas les mêmes, la vie n'est pas la même, donc c'est une forme de modernité. Voilà. Et après cela, on remarque que Lumba, après avoir vécu à Pointe-Noire, elle rejoint sa ville, elle vient à Mosenjo auprès de son oncle Ngoyi, et elle fait la découverte de Koyo. À première vue, elle remarque que Koyo était perdu, Koyo, il y avait quelque chose qui lui manquait, et tout de suite, un lien s'est créé entre les deux dames. Par la suite, on finit par découvrir que Lumba et Koyo sont allés ensemble, femme avec une autre femme, en train de coucher ensemble. Oui, mais vous savez, le contact humain, généralement se passe dès le premier regard. À travers le premier regard, on découvre, hein, on sent ce qui existe. Tout à l'heure, vous avez regardé la première couverture. Vous avez dit à Justin, c'était une femme au regard perdu. Voilà, que le regard était perdu et qu'elle, voilà, vous êtes imaginé. Elle pensait aux atrocités. Voilà. Donc c'est ça. Quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous voyez, il y a ça, vous le percevez. C'est un sens que nous avons, voilà, qu'on a développé. Monsieur Hippolyte, ici, il s'agit d'une femme avec une autre femme. Effectivement, mais ça n'exclut rien. Il s'agit de deux personnes. Il s'agit de deux personnes. Donc quand Lumba arrive, elle est un peu plus expérimentée dans ce domaine-là. On le découvrira plus tard, hein, dans le livre. Elle a une antériorité. Exact, oui, avec Marthe. Voilà, nous allons parler. Ouais, donc elle a vu, et puis voilà. On n'a pas besoin d'être sorcier pour remarquer que il y a quelque chose qui ne va pas. Page 27. Ici, c'est Lumba qui répond à Koyo, parce que Koyo vient lui avouer ses sentiments. Oui. C'était une surprise pour elle. Comment moi, une femme, je peux ressentir des sentiments amoureux à l'égard d'une autre femme? Comment mon orientation sexuelle peut aller à l'encontre de ce qui est naturel dans le contexte africain, dans le contexte bantou? Lumba répond, il dit que Koyo, ce que nous partageons, c'est notre vérité. Ce que les autres en pensent ne devrait pas nous dicter qui nous sommes. Voilà, là-dessus, en fait, c'est pour montrer, parce que Koyo, elle se questionnait intérieurement. Tant que Lumba n'existait pas, Koyo se questionnait, mais bon, ça voulait pas faire d'elle une femme qui avait cette orientation, parce qu'elle n'en avait pas conscience. Mais elle le sentait juste, parce que dès son enfance, d'ailleurs c'est dit dans le livre, dès son enfance, elle appréciait la compagnie des filles. Elle était avec les filles, mais jamais ça n'allait au-delà. Bon, elle ne donnait pas à cette attirance le caractère plus prononcé de l'homosexualité, par exemple. Non, elle n'en avait pas conscience. Mais c'est quand Lumba arrive et avec son énergie, sa façon, donc elle découvre qu'elle est bien avec Lumba. Elle est bien avec Lumba, elle se sent bien, elle sent qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et c'est là où elle se questionne. Est-ce que c'est normal elle-même? Elle est étonnée, elle se dit, est-ce que c'est normal que moi, dans ma situation de femme, ce que j'ai toujours connu de par mon éducation, la tradition, normalement, ça devait pas exister. Mais est-ce que c'est normal? Elle se questionne. Donc, ça veut dire qu'elle-même, elle se pose la question, est-ce que je suis normal? Vos propos m'emmènent à vous poser une question, de savoir, je m'inspire d'une Française au nom de Simone de Beauvoir qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Lorsque je lis ce bout de phrase, Koyo, ce que nous partageons, c'est notre vérité. Ce que les autres pensent ne devait pas nous dicter qui nous sommes. Hippolyte Ngoueli,
serez-vous en train de faire la promotion de l'homosexualité? Non, 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 au contraire. Au contraire, nous questionnons la société par rapport à ça. Non, 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 au contraire. On ne fait ni la promotion, on ne condamne pas, mais on ne fait pas non plus l'apologie. Non, voilà. Elle, effectivement, quand on dit on ne naît pas femme, on le devient. Mais ça dépend, ça dépend. Devenir une femme, c'est quoi? Est-ce qu'une femme, c'est celle simplement qui est limitée au sexe féminin, ou une femme, c'est un rôle? Est-ce que c'est un rôle? Est-ce que c'est des questions? C'est des questions, et il y a des spécialistes qui peuvent répondre à ces questions. Moi, je questionne cette réalité, je pose cette réalité, je la rends visible et audible pour que les gens s'en saisissent, pour qu'ils réfléchissent. Mais voilà quoi. Une femme, on doit se questionner. Est-ce qu'une femme c'est le sexe? Est-ce qu'une femme c'est un rôle? Est-ce que c'est un être? Est-ce que c'est c'est ça? C'est justement ça, parce que Simone de Beauvoir, selon elle, d'après cette citation, c'était pour dire que l'orientation sexuelle dépend normalement de la personne elle-même. C'est-à-dire que personne ne doit lui dire que toi, par exemple, tu es un homme ou une femme. Et c'est presque la même chose qu'on découvre ici avec Lumba et Koyo. Raison pour laquelle je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous êtes en train de vouloir faire la promotion de l'homosexualité ou d'encourager la jeunesse, les futurs lecteurs et nos fidèles téléspectateurs de pouvoir aller de ce côté-là? Non, 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 ce n'est ni la promotion, ni une condamnation. On ne se prononce là-dessus. Non, non, non. Merci d'apporter plus d'éclaircissements. Non. Moi, je donne pas de leçons à qui que ce soit. Moi, on estime que chacun doit vivre sa sexualité comme il entend et avec ses raisons. Moi, déjà, de toutes les façons, dans la tradition, dans ce que je suis, Et puisque c'est écrit dans le livre, et n'oublions pas que nous sommes à Mosendio, en République du Congo, pour ne pas choquer, sinon scandaliser les Congolais, je vous pose la question, j'aimerais vous demander d'y apporter plus d'éclaircissement, parce que ce livre, il sera certainement lu, acheté. Il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? À travers cette question? Oui, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre là où Koyo dit à l'autre, là où Lumba dit à Koyo, que personne ne doit nous dicter qui nous sommes ou ce que nous sommes censés faire, alors que les deux étaient du même sexe. C'est quand même scandaleux. Non, mais le scandale, c'est quoi? Le scandale, c'est ce qui n'est pas normal pour ceux qui voient, pour les autres. Est-ce que pour Lumba, elle le perçoit comme un scandale? Pour Lumba, elle ne le perçoit pas comme un scandale. Mais Koyo, elle se questionne. Parce que Lumba, elle a certainement eu le temps de s'approprier sa situation et tout, mais Koyo, elle ne connaît pas ça. Elle se questionne, est-ce que c'est normal ce que nous vivons? Et c'est cette question-là qui est la base. Est-ce que c'est normal? Parce qu'à partir du moment où elle se questionne elle-même, c'est qu'elle est consciente que dans sa communauté, dans sa société, ça passe pas. Ça ne passe pas. C'est exactement. Ouais, voilà. Donc ce n'est pas normal pour elle. Mais elle le voit que l'autre l'emmène sur ce terrain, mais c'est là où elle se questionne, est-ce que c'est normal? Si je peux me référer aux citations africaines en ce qui concerne la sexualité, par exemple, on peut dire que un enfant peut jouer avec les seins de sa mère, pas avec les testicules de son père. Permettez l'expression, c'est une citation africaine qui est vérifiable. Oui. Alors, la question ici est de savoir, est-ce que la tradition africaine peut s'accorder avec cette modernité, c'est-à-dire importer une culture qui est étrangère, à savoir l'homosexualité? Non, mais vous savez, tout ce qui est... il y a souvent ce qui est violent, il y a la réalité nous ne pouvons pas nier notre réalité. La tradition africaine est claire là-dessus. Elle est claire là-dessus. Mais à chacun, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui évolue, où ces questions existent, mais nous ne pouvons pas ignorer ces questions. On ne peut pas les ignorer. C'est des questions qui nous... on est confronté à cette réalité-là. Donc il faut bien à un moment qu'on en parle. Il faut à un moment qu'on fasse avec, parce que ça y est là. Alors, c'est pas une question que nous allons continuer à nier longtemps. Ok, puisque vous voulez en parler, parce que c'est un débat qui est ouvert, on aimerait connaître c'est quoi votre thèse, quelle est votre position entre l'union de la tradition africaine et la modernité, à savoir l'homosexualité ou encore la communauté LGBT. Ah non, mais moi je vous ai dit au départ que moi j'ai pas de jugement.
Moi, je suis celui qui, à travers cette écriture, pose les questions à la société. C'est pour que les gens s'en saisissent, c'est pour que les gens en parlent. C'est tout, mais que chacun vive sa vie comme il l'entend. Moi, je ne suis, je vous le dis, je répète, je ne fais que poser le problème. Voilà, à travers cette fiction, donc on pose. C'est des questions, faut pas croire que ça n'existe pas, mais c'est des questions qui existent. C'est des gens, il y a des gens qui vivent cette réalité-là. Donc il faut bien que quelque part qu'on en parle. Merci pour cet éclaircissement. Nous allons revenir à présent auprès de Ngoyi, qui fut longtemps interpellé, informé par ses contemporains que Lumba et Koyo étaient en train d'entretenir une intimité qui était totalement différente d'une simple amitié. À sa grande surprise, c'est Ngoyi qui vient surprendre Lumba et Koyo en train d'avoir des ébats sexuels. Bizarre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ngoyi est scandalisé, Ngoyi est choqué, il s'en prend à sa femme, il passe sa femme à tabac. Et ce qui attire notre attention ici, c'est que on a victimisé Koyo au détriment de Ngoyi qui était choqué. À première vue, c'est vrai qu'il y a des paragraphes qui lui sont dédiés, mais ici, c'est Koyo qui se fait passer pour la victime. Ce n'est pas l'acte qu'on condamne, mais plutôt Koyo qui se fait passer pour la victime. On aimerait comprendre cette partie. Non, mais je crois que non, ce n'est peut-être pas ça. Ce n'est pas Koyo qu'on fait passer pour la victime. Au contraire, Koyo, c'est elle qui couché avec Lumba. Oui. C'est elle c'est elle qui ne respecte pas, c'est elle qui sort du cadre. Exactement. Et donc c'est elle qui enfreint, et c'est elle qui est sale, c'est elle qui apporte quelque chose de pas normal. Donc dans cette situation-là, la personne qui est, mais c'est pour ça d'ailleurs que Koyo est sanctionnée, qu'elle est battue et tout, parce que elle n'est pas la victime. Koyo n'est pas la victime en tant que telle. Dans ce contexte, à ce niveau-là, Koyo est considérée comme étant la sorcière parce que c'est elle qui a posé un acte abominable. Qui sort du cadre de sa communauté, de ce qui est raisonnable, de ce qui est acceptable. Donc Koyo sort de là, et c'est pour ça que son mari et même les voisins, si vous lisez sa famille, sa belle famille, tout le monde qui arrive la condamne. Mais pourquoi je parle de victime? Parce que après cette action, après qu'elle soit passée à tabac, ici on présente Koyo en train de prendre la fuite. Oui. Koyo en train de fuir. Oui. Vous avez expliqué comment est-ce qu'elle a enduré des peines, comment est-ce que son mari était à sa poursuite. Et quand on lit, l'émotion qui se dégage ici, c'est cette victimisation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus mis l'accent auprès de Koyo qui avait posé un acte abominable qui devait normalement être sanctionné. Mais non, mais je crois que vous n'avez pas oublié que le roman tourne autour de Koyo, et Koyo est l'héroïne de ce roman. Donc tout ce qui ressort là doit être centré autour de Koyo. Ouais, c'est elle qui est le centre de cette histoire. Donc on raconte son histoire. On surprend Koyo avec Lumba dans une position sans ambiguïté. Et donc Ngoyi qui est le mari, qui se sent, il est choqué, Ngoyi. C'est lui dans un couple. On découvre son épouse avec quelqu'un d'autre, et encore plus une femme. Donc pour lui, et quelle femme? C'est sa nièce. Donc pour lui, tout s'écroule. Tout s'écroule. Mais et puis comme c'est un homme, bon, vous voyez, il bat sa femme. Et Koyo, devant cette violence-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de se défendre, donc, mais se défendre comment? Elle préfère fuir. Donc elle fuit pour aller se réfugier quelque part. Koyo prend la fuite, ouais. Elle s'enfuit, ouais. Loin de son mari, loin de sa famille, parce qu'il y a une sentence qui était tirée, il y a une sentence qui était levée, il fallait à tout prix l'abattre, il fallait lui imposer une sanction. Revenons à présent auprès de Lumba qui n'était pas la sainte parce qu'elles étaient à deux. Lumba de son côté, elle s'est victimisée aussi. Elle dit que c'est Koyo qui m'a envoûté, je ne savais pas ce que je faisais, elle m'a envoûté, raison pour laquelle nous avons couché ensemble. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? On retrouve Lumba être conduit auprès d'une guérisseuse qui avait décidé donc de passer à la délivrance. Comme je l'ai dit dès l'entame de mes propos que nous avons mis un point sur la tradition, nous allons revenir parce que en grande partie, on parle de la tradition.
elle est conduite auprès de la guérisseuse Pemba, Madame Pemba, selon l'attribution que vous lui avez donnée. Et cette dame avait proposé un traitement. Le premier traitement qu'elle présente, c'était d'insérer la grenouille dans son sexe. Vous connaissez la suite. Alors, parlons à présent de ces rites-là, de ces rites en Afrique. Comment vous les percevez? Puisque vous avez allié tradition et modernité, et que la modernité vient comme pour nous emmener à être modérés en ce qui concerne la manière dont nous percevons la tradition. Vous savez, moi, je suis foncièrement traditionnaliste, et puis et vous n'avez pas oublié que notre société, avant le christianisme, l'islam et tout, on a eu nos religions et voilà notre forme de spiritualité, dont certains qualifieraient d'animisme et voilà et de machin. Nous avons nos réalités et nous avons nos rites auxquels nous croyons. C'est des choses que l'on ne peut pas s'expliquer, mais qui ont fait certainement à une certaine époque et peut-être même encore aujourd'hui, qui ont fait leurs effets. Bien, bénéfiques, oui, peut-être, pourquoi pas. Mais bon, là, Lumba choisit une stratégie parce que Lumba, c'est elle qui emmène Koyo sur ce chemin. Exactement. Je l'ai dit, c'est Lumba qui emmène Koyo sur ce chemin parce que Koyo ne sait pas, elle n'est pas consciente de cela. Bien. Vous savez, on a vu des femmes dans notre société qui se mettent dans les coins de rue et qui sortent avec des hommes sans pourtant qu'elles les aiment. Juste parce qu'elles veulent gagner quelque chose. Donc, on peut manipuler quelqu'un. Et donc, Lumba arrive. Elle connaît cette situation. Elle connaît cette orientation. Elle l'a vécu. Elle l'a vécu, donc elle a une expérience. Elle amène Koyo là-bas. Mais pour Koyo qui n'a pas des arguments, qui n'a pas des éléments, elle fuit. Elle est l'épouse de quelqu'un. Donc, c'est elle qui est infidèle, d'abord. Et la femme infidèle, c'est comment? Elle est sanctionnée, elle est battue, généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est de l'adultère, de l'adultère. Mais effectivement, c'est l'adultère. Donc, elle part. Mais Lumba, il faut bien qu'elle se protège. Mais elle est aussi consciente, Lumba, que dans sa communauté, cet acte est considéré comme abominable. Mais il faut qu'elle trouve une excuse. Mais l'excuse qu'elle trouve, elle prétend qu'elle a été manipulée par Koyo. Et donc, le fait que Koyo ait eu une puissance surnaturelle pour la manipuler, mais il faut la délivrer. Et pour la délivrer, absolument, il faut qu'on aille vers une guérisseuse qui est habilitée à ce genre de choses. Mais celle-là doit également donc prouver qu'elle est effectivement celle-là. Et donc, à travers ses rites, ses fétiches, il faut la délivrer. Donc voilà. En parlant de délivrance, ici il s'agissait d'une délivrance qui était à l'extrême. Insérer quand même la grenouille dans son sexe et de passer 24 heures avec cette grenouille. Et au lendemain, si la grenouille sortait en vie, c'était pour dire que l'esprit a été vaincu. Et si la grenouille sortait de son sexe étant morte, c'était pour dire que la bataille était encore rude. Oui. Que pensez-vous des rites qui sont trop extrémistes dans notre contexte actuel? Non, mais c'est nous qui pensons que c'est extrémiste. Voilà, vous savez qu'il y a des choses qui existent. De toutes les façons, toute intrusion sur un corps, c'est toujours une violence. C'est un peu comme quand on va à l'hôpital et on ouvre un ventre, c'est aussi violent. Pour une césarienne, c'est aussi violent. Je ne l'explique pas, mais je ne le condamne pas non plus et je le justifie pas, mais c'est quelque chose qui existe parce que je n'ai pas, moi, été initié sur les rites. Moi, j'en parle comme ça parce que c'est des choses qui existent, qui ont une explication qui est beaucoup plus que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas. La partie de la grenouille, ce n'était que l'avant-goût. Oui. Par la suite, nous avons vu comment est-ce que Pemba, la guérisseuse. Pembe, exactement ça, oui. Pembe, la guérisseuse, demande à Lumba de s'unir avec son oncle Ngoyi pour que la délivrance soit totale. Il lui demande, si tu veux être totalement guéri, tu dois passer une nuit avec ton oncle et tu verras que les choses vont s'arranger puisque tu as été envoûté. Ne pensez-vous pas que cela, c'est tirer le bouchon trop loin? Non, mais c'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. C'est exact, mais qu'en pensez-vous et quel a été votre état d'esprit lorsque vous l'avez inscrit dans votre livre? Non, mais je l'ai inscrit parce que quelque part, on a une tradition, on a des choses qui existent. Il faut, nous, c'est ce qui nous dessert parce que
nous n'avons pas beaucoup de traces sur notre histoire, sur ce que nous sommes. Donc de temps en temps, quand on peut, on fait ressortir à travers l'écriture certaines c'est des choses qui existent. L'explication, moi je n'aurais pas une explication par rapport à ça parce que ça relève d'une dimension peut-être mystique dont je n'ai malheureusement pas été, je suis pas initié pour le comprendre. Après cette partie, Lumba décide de s'enfuir, de s'échapper parce que c'était inadmissible pour elle d'entretenir une relation sexuelle avec son oncle. Elle prend la fuite et elle apprend la présence d'un autre guérisseur dans la contrée où elle se trouvait et elle est allée auprès de ce guérisseur. Et par contre, le mode opératoire de ce guérisseur était totalement différent de celui de Pembe. Le guérisseur de son côté, il a pris l'initiative de l'écouter, de chercher à comprendre ce qui n'allait pas, de chercher à la connaître davantage, pourquoi elle est dans cet état, cela a pris du temps. Et de là, on comprend ici que vous avez mis en lumière la sagesse africaine. C'est-à-dire qu'il y a un côté africain qui est sage. C'est-à-dire qu'on gère les choses de manière posée, de façon à ce que la solution soit trouvée, mais d'une manière modérée. Oui, mais c'est ça le paradoxe de l'Afrique. Effectivement, elle est multiple, l'Afrique. Elle est multiple, l'Afrique. Ça dépend de l'approche. Et c'est un peu comme dans la science, hein, les interprétations, les façons de faire. Ouais. Donc lui, le second qu'elle va voir, il a une approche qui est différente, qui n'est pas violente, qui est douce. Ouais. Et lui, il passe beaucoup plus par la compréhension, par la parole, voilà, pour amener Lumba à l'écoute. Oui, aussi à faire ressortir ce que Lumba avait en elle. Donc elle s'est effectivement dévoilée pour expliquer ce qu'elle était réellement. Lumba, après avoir longtemps échangé avec ce guérisseur, elle a fini par avouer, elle a fini par se confesser. Et le guérisseur, il lui prodigue des conseils. Il lui dit ce que tu dois faire, c'est de te libérer, de dire la vérité à ta famille. Ils sont censés le savoir. Mais elle, de son côté, étant consciente que sa tradition, les us et les coutumes lui condamneraient, elle décide alors de prendre la fuite. Raison pour laquelle je vous posais la question, mais dans notre contexte congolais, contexte bantou, est-ce que l'homosexualité ou encore quelqu'un qui a des orientations sexuelles qui sont dites déviantes peut avoir sa place dans notre contexte, dans notre société? Est-ce que notre société exclut? Vous savez, il ne faut pas croire que notre société est celle qui sanctionne. Ah non, notre société n'est pas celle qui sanctionne. Notre société est celle qui comprend aussi, mais elle trouve des explications à travers sa science, sa façon. Et c'est pas une société qui exclut. Hein. Nous, vous savez, il y a quelques années, il y a pas si loin que ça, hein, c'est pas si loin que ça. Hein. En Europe, on assimilait l'homosexualité à la maladie. Exactement. Il y a quelques années. Hein. Maladie mentale. Oui, effectivement, il y a quelques années. Donc, il y a eu des courants qui ont mis ça et tout machin. Bon, c'est un débat, hein, je me lancerai pas là-dedans. Dans notre société, ne condamne pas forcément. Voilà, nous avons une explication. Vous voyez, par exemple, pourquoi Lumba a subi ces rites-là. C'est parce que chez nous, on explique, on se dit, si quelqu'un dévie, il est certainement possédé par des esprits. Et donc, voilà, c'est comme ça. Et quand on est possédé, bon, on passe par des rites, par des cérémonies, voilà. Notre société n'est pas celle qui forcément sanctionne. Mais vous conviendrez avec moi que ces personnes sont marginalisées, sont victimes de discrimination, de stigmatisation. Ça, c'est un fait de société. C'est un fait de société, mais ça n'a rien à voir avec la tradition africaine. C'est un fait de société. C'est un fait de société, c'est normal, c'est normal. Quand on n'est pas on rentre pas dans les rangs, voilà, mais c'est pas les seuls qui sont stigmatisés, hein. Les Noirs, ils sont stigmatisés aussi sous d'autres cieux. Hein. Oui, mais nous parlons des homosexuels dans notre contexte congolais, notre société, puisque l'histoire se passe à Mosédio, en République du Congo. Voilà pourquoi elle fuit. Parce qu'elle sait que la société dans laquelle elle vit, n'est pas encore prête à accepter ces choses-là. Parce qu'elle sait qu'elle est minoritaire dans ce milieu-là. Que le dire, l'avouer, c'est carrément se condamner. Donc elle préfère, et elle-même elle est consciente,
elle est consciente que l'exposer, en fait de dire, c'est l'exposer à une certaine violence, parce qu'elle, Lumba en fuyant, elle sait qu'elle a été l'instigatrice, elle a été à l'origine de la situation qui est arrivée à Koyo, parce que si Lumba n'était pas venue, si Lumba n'avait pas développé cette orientation-là, si elle n'était pas venue voilà, auprès de Koyo, Koyo serait la femme, la mère dans son foyer. Le temps qui nous est imparti ne nous permet plus de continuer. Il s'agit ici de la fuite de Koyo, parce que Lumba avait pris la fuite, Koyo également avait pris la fuite. Elle a quitté le Congo pour se réfugier en France. Et malheureusement, quand elle arrive en France, un autre fait se produit. Elle subit un viol. N'est-ce pas ici le karma? Avant de parler d'immigration, la loi du karma, comme on le dit chez nous, elle a payé de ses actes parce que il y a une sentence qui a été levée contre elle. Non, mais là, j'ai voulu, à travers ce roman, cet exil-là, j'ai voulu montrer le côté sombre de l'Europe aussi. Parce qu'on pense que tout est blanc, tout est clean là-bas, mais on oublie que là-bas aussi, le danger existe. Mais la première chose dont Koyo est victime, c'est sa propre cousine qui lui dit « tu viens ». Mais qui ne vient pas l'attendre à l'aéroport. C'est exact, oui. Donc, elle est abandonnée. La première souffrance, la première violence qu'elle vit, mais ne vient pas de la société française elle-même, enfin, de l'Europe. La trahison. Mais elle vient de cette trahison de sa cousine qui lui dit de venir, qui n'est finalement pas venue. Qui n'est pas venue et qui donc la laisse. Et Koyo se retrouve dans une ville, dans un pays où elle ne connaît personne. Et quand on ne connaît personne, on ne sait pas où se situe le danger, où se trouve le danger, donc on est livré à soi-même, et voilà comment elle a atterri à cela. Puisque nous parlons aussi d'immigration, Koyo quitte son pays pour aller se réfugier en France en espérant trouver la paix par rapport à ce qu'elle avait fait. Elle ne s'est pas repentie, elle n'a pas regretté ce qu'elle a fait, elle a demeuré dans cette position. Un commentaire? Un commentaire sur ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas repentie, elle n'a pas assumé, elle a assumé ses actes, elle a décidé de vivre comme ça. C'est ce que la fin nous présente. Après avoir été reçue par la thérapeute, elle a suivi une thérapie. La thérapeute lui a conseillé, il faut savoir assumer, il lui a conseillé, mais aucunement on n'a vu Koyo se repentir, regretter ce qu'elle a fait de mal. Ah non, mais Koyo s'est toujours questionné. Si vous voyez bien dans sa discussion avec la thérapeute, avec la sexologue, Koyo se pose la question, pourquoi elle n'est pas une femme comme toutes les autres? C'est un questionnement. Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Mais cette question, est-ce que vous pensez que c'est que Koyo qui se la pose? Mais il y a d'autres femmes qui sont certainement dans sa situation, ou d'autres hommes qui se posent cette question. Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi je ne rentre pas dans le cadre? Donc Koyo s'est questionné. Est-ce que cette façon de se questionner, est-ce que ce questionnement n'est pas suffisant? C'est pas une remise en question. Elle se remet en question. Pourquoi elle est là? Elle en souffre, elle. Donc c'est pas qu'elle va venir pour dire non, j'ai mal fait, mais mal fait c'est quoi? Parce qu'elle se questionne sur ce qu'elle est proprement, véritablement, ce qu'elle est. C'est ça le problème. Donc pour la fin, il n'y a pas eu de solution pour son cas. Non, c'est pas il y a pas de, mais le roman est appelé à évoluer. Certainement que vous découvrirez une suite, un temps. Une suite, oui. Voilà. Hippolyte Ngolé, une question. Quelles leçons ont tiré sur ce livre pour les potentiels lecteurs et nos téléspectateurs qui nous suivent? Vous savez, ce livre, à travers ce livre, ce que je voulais montrer, c'est que face à tout ce que nous vivons, il y a la résilience. Il faut se dire que malgré ce que nous vivons, on peut se relever. Donc, à travers toutes les violences que Koyo a subies, elle s'est réinventée. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on revient au titre, les chemins au pluriel. Donc, elle s'est réinventée chaque fois. Donc, ce que je peux dire aux téléspectateurs, c'est de ne pas se contenter de ce que l'on a vécu, de rester figé, mais c'est de rebondir et voilà. Chemin d'identité, où et comment s'en procurer? Ben, pour s'en procurer, il faut s'adresser aux éditions Plus. Ici au Congo, il faut contacter Monsieur Gaëtan Ngwa, qui est le représentant des éditions Plus, et certainement qu'il y a une politique de distribution qui se fera.
Il coûte combien le livre? Mais en France, il est vendu à 25 euros. Et au Congo, je ne sais pas à combien il est vendu, mais ça, il faut voir avec les éditions. Merci, monsieur Hippolyte Ngolé, d'avoir été notre invité à la grande interview. Merci beaucoup. Merci, fidèles téléspectateurs, abonnés actifs de Tcheleka Media. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. À très, très bientôt.